C'est ça le but de la photographie. Ça, je l'ai appris en vieillissant. Il faut que ça vienne du bide et il faut que ça vienne réellement de vous. C'est presque très égoïste quelquefois, mais il faut vraiment écrire en photo ce que vous avez ressenti et au final, vous vous rendez compte que ça intéresse de manière universelle des gens. Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Dans La Furie et la foi, le photographe Jérémy Charbot explore le quartier Saint-François comme on entre en territoire intérieur. Ce quartier du Havre, construit par François Ier, bout de ville à l'atmosphère presque insulaire, devient le théâtre d'un récit photographique dense, à la frontière du documentaire et de la fiction. Imprégné par ses gens de mer, son marché aux poissons, sa proximité immédiate avec le port de pêche, le photographe tisse une œuvre où les images convoquent la matière, l'humain, l'organique. Les visages se dérobent sous des capuches, l'anonymat protège l'intime, entre ombres et lumières. Ici, le beau se fait âpre. Partout, une inquiétante étrangeté affleure, au détour d'un angle, dans l'habitacle des voitures, dans les corps au travail. Le bar chez Lily, emblématique du quartier, devient un bateau à terre, un territoire clos presque mythologique. Chaque silhouette semble tout droit sortie d'un film noir, évoluant dans une ville parallèle en marge de la cité. Par symboles, métaphores et analogies, Jérémy Charbot brouille les pistes, fait fonctionner l'imaginaire, interroge le sens des choses, la vie et la mort. Le noir y est décor, la foi une tension, la furie une énergie. Un parti pris radical, un regard d'auteur sur Le Havre, à découvrir dans un livre et à prolonger par une exposition pour se laisser traverser par cette fantasmagorie habitée. Bienvenue dans L'Œil Écoute et au micro de Yannick Le Guillanton, Jérémy Charbot. Bonjour Jérémy Charbot. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui au Havre pour parler de La Furie et la foi, une série exposée dans quelques jours ici au Théâtre de l'Hôtel de Ville et qui fait d'ores et déjà l'objet d'un livre qui vient tout juste de paraître chez Emeria. Alors j'ai déjà eu l'occasion de me rendre à 2 pas d'ici au Moulin pour réaliser un autre podcast avec Dominique Rouet, podcast dans lequel on évoquait l'activité maritime du Havre et de sa région au XIXe siècle. Il s'avère que Saint-François, l'endroit où vous avez réalisé vos images, c'est un quartier historique de la ville. Est-ce que vous pourriez nous donner aujourd'hui la couleur, l'ambiance de ces quelques rues et de son marché aux poissons qui s'ouvre sur le port ? Alors le quartier Saint-François, à la base, a été construit par François Ier. Il est à l'origine du Havre après le quartier Notre-Dame. Déjà un petit peu en marge géographiquement de la ville parce qu'il était déjà séparé par le bassin du Roi. Les premières fois que je me suis promené dans ce quartier-là avant d'y travailler, mais ça on en parlera par la suite, m'a fasciné, comme je l'explique dans mon texte, il y a une certaine force magnétique parce que vous êtes entouré par plusieurs bassins où beaucoup à l'époque de commerçants, de marins, de négociants se côtoyaient. Et il n'y a pas si longtemps encore, il y avait encore des bars assez particuliers. On était vraiment dans une ambiance très insulaire justement et très maritime. C'est un quartier qui a longtemps été extrêmement populaire avant les bombardements, avant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il a aussi une particularité, il a un marché aux poissons. Il y a beaucoup de choses qui s'organisent autour de ce marché aux poissons et de l'activité maritime. Il y a beaucoup d'activités, c'est surtout que le marché aux poissons est collé pratiquement au port de pêche, ce qui est plutôt rare généralement dans les villes. Le marché aux poissons est vraiment pour moi l'activité principale de ce quartier. J'ai voulu parler du quartier et de son insularité en travaillant avec les métiers de la pêche. L'activité de la pêche me permet de parler du quartier qui est un endroit à part parce que cette furie et cette foi que vous pouvez retrouver dans les endroits un peu indépendants se retrouvent énormément dans le quartier Saint-François. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et la dualité des hommes, et la pêche est un
très beau symbole pour pouvoir parler de tout ça. Un lieu un peu alternatif, alors. Alors, c'est aussi l'un des rares lieux où l'on voit au plus près l'activité humaine en relation avec la mer, le balai des bateaux de pêche, le déchargement de la marée jusqu'à la vente du poisson sur les étals. Donc on a bien compris que votre travail n'est pas un focus sur l'activité des gens de mer, mais j'imagine que ce facteur de proximité, il était aussi essentiel dans la construction des images, d'être vraiment au plus près de ce qui se passait autour de ces quelques rues de Saint-François. En tout cas, moi, dans mon travail, c'est important d'être au plus proche. Dans les photographes, il y a des très beaux boulots de photographes qui n'ont pas du tout cette proximité-là et qui arrivent quand même à rendre un très beau travail. Moi, c'est ma façon de faire. Et surtout que, comme je photographie, là, cette série a été faite au 50 mm, à hauteur d'homme, donc vraiment, comme on l'appelle, le caillou, l'objectif de base du photographe. J'avais besoin de me rapprocher des gens et puis j'aime ça aussi, moi. Et puis, il y a un lien humain qui s'est créé que j'ai voulu, parce qu'on n'est pas obligé de le créer. Moi, j'ai voulu le créer parce que je me sens bien dans cet univers-là pour pouvoir photographier des choses que je pense on ne peut pas photographier quand on est loin. Mais ça, c'est chacun son point de vue. Et effectivement, comme j'y ai travaillé, ensuite, un lien s'est tissé avec les gens du port. Ça n'était pas intéressé de ma part, ça s'est provoqué au fil du temps. C'est une connivence, en fait, qui s'est établie un peu par hasard. Exactement. Et au fil du temps, j'ai commencé à photographier de manière très, très informelle, au début. J'y suis allé pas du tout en plus pour faire un travail photographique à la base, même si ce quartier m'étonnait énormément. Et c'est au fil du temps que je me suis rendu compte qu'il y avait réellement quelque chose à faire. Oui, puisque votre activité, donc vous étiez barman. Complètement. Dans ce petit bar qui est très emblématique en fait du quartier Saint-François, qui était un bar de docker avant, qui est devenu un bar un peu plus branché aujourd'hui. Exactement. Et quand je disais que vous étiez au plus près de vos sujets, qu'il s'agisse des objets, des lieux ou des personnages, vous faites des plans serrés, des plans donc sur des silhouettes qui peuvent être anonymes, des portraits furtifs. On voit aussi beaucoup de corps morcelés par l'objectif, un tatouage, un bras qui tire une chaîne, ou des poissons qui sont pour le coup réellement découpés. J'ai l'impression que vous vous positionnez plus comme un acteur, même si votre rôle n'est pas clairement défini, qu'un témoin à travers ce cadrage. Est-ce que c'est justement le fait d'avoir travaillé dans ce quartier qui donne cette impression que vous faites partie aussi du lieu? À un moment donné, je me suis peut-être imprégné dans le quartier. Je voulais pas être quelqu'un qui arrivait, qui volait des images et qui repartait. J'ai toujours fonctionné différemment avec mes sujets, donc effectivement, je m'intègre à fond dans le sujet. Je deviens même ami généralement avec les gens. Et pas de manière intéressée, encore une fois, c'est complètement gentil et humain de ma part. Mais ça donne aussi le ton de votre parti pris d'auteur. Comment est-ce que vous le définiriez, puisqu'on n'est pas dans de la photographie documentaire, même si par moment vous documentez réellement ce quartier, on est plutôt sur une forme de docu-fiction peut-être. Ouais, c'est de la docu-fiction parce que je veux asséner aucune vérité. L'idée est de transposer le lecteur dans un univers un peu imaginaire, une sorte d'île au milieu de la ville, comme je le disais tout à l'heure, mais qui peut, avec des valeurs liées justement aux îles, comme me dit ma cousine qui a fait ma préface, qui est Julia Mali, elle parle de l'ambivalence des îles, parce qu'il y a une ouverture au monde et en même temps une sorte de repli sur soi, vu que tout le monde se connaît beaucoup et il y a un fonctionnement presque un peu en marge dans ces systèmes-là, que j'aime beaucoup moi aussi, parce que je pense que les institutions nous pèsent tellement que il est nécessaire d'être indépendant. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans ce quartier, et encore plus en travaillant dans le bar, vu que j'avais les acteurs de ce quartier-là tous les jours chez moi, et que j'avais tous les récits et les histoires du quartier depuis la nuit des temps. Et ça m'a permis de me construire un imaginaire assez fort aussi. Oui, vous viviez une sorte de huis clos qui est propre aux Iliens. Et encore plus dans le bar, qui est un bar en coin à 2 mètres du port de pêche et du marché aux poissons, et qui est une sorte de corner d'un immeuble avec une matière bois, du béton, et j'avais vraiment l'impression de faire partie des murs, ouais. Vous aviez vous-même embarqué sur. C'est ça. Le bar était mon bateau un peu, parce que et en plus dans le livre je le dis, c'est tel un bateau à terre. Il fait un peu bateau. Quand il y avait des tempêtes, quelquefois on était derrière les vitres. Il y avait une sorte on avait l'impression d'être sans le mal de mer.
Cet aspect d'enfermement, d'ailleurs, il se ressent aussi quand on feuillette l'ouvrage. Déjà, ne serait-ce que par le cadrage, donc finalement, vous vous enfermez. Bon, ça, c'est le propre du photographe, mais vous faites pas de plan large, donc pour le coup, vous faites vraiment un focus sur ce que vous voulez que l'on voit. Oui. Dans le même temps, il y a aussi des images qui sont propres à l'enfermement, où on voit notamment des animaux. Alors, il y a un chat qui se trouve derrière une vitre, on se demande même peut-être s'il est empaillé. Il y a un chien qui est tenu en laisse, et puis on voit des oiseaux, un couple d'oiseaux, dans une cage qui fait l'objet, je crois, d'une double page dans l'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot au sujet de l'enfermement ? Dans les îles, et peut-être plus particulièrement à Saint-François, mais pour aller dans d'autres îles, il y a un côté un petit peu enfermement de temps en temps que j'ai voulu montrer. Comme les humains dans ce quartier côtoient beaucoup la faune et la flore. Et c'est très paradoxal d'ailleurs, parce que, comme vous le dites, on est en ville, et en même temps, on est au carrefour d'influence, puisqu'il y a les animaux sauvages qui viennent de la mer, hein, et puis il y a les animaux domestiques avec lesquels les hommes vivent. Oui, ils ont beaucoup accompagné de chiens qui les attendent dans les voitures. Il y a une photo de cormoran qui est mis en diptyque avec un homme qui est plus dans l'enfermement dans sa cabane. J'ai considéré que c'était un peu un monde organique. Je voulais jouer sur la matière, sur l'humain, sur l'animal, enfin sur tout ce qui est justement organique. Et un cycle aussi qui existe finalement depuis des siècles ici au Havre. Ça a toujours existé, ce carrefour entre l'humain, l'homme, la matière. Dans ce petit lieu, il existe depuis toujours. Carrément, mais c'est vrai que moi je l'ai découvert il y a 7 ou 8 ans maintenant. Quand vous y êtes tous les jours dès 8h du matin, jusqu'en fin d'après-midi ou des choses comme ça, là où est toute l'activité, en plus souvent de la pêche, parce qu'il y a le marché aux poissons qui est là et les débarques sont souvent tôt le matin, c'est là où vous le ressentez réellement. Il y a même les odeurs de gasoil quelquefois, parce qu'il y a la station gasoil en face. Il y a un truc très urbain. Ne serait-ce que vous allez à Fécamp, 30 ou 40 km plus loin, le port est bien mieux desservi, les débarques de poissons sont assez jolies. Là, on est vraiment dans un truc un peu folklorique, c'est ce que j'ai voulu montrer aussi. Ils se débrouillent aussi un petit peu par eux-mêmes, donc effectivement, ça donne un univers assez particulier. Je ne voulais pas montrer des poncifs sur la pêche. Ça a déjà été fait, et puis des photographes ont déjà fait des très beaux boulots. Là, l'idée, c'était vraiment de parler d'une fiction et d'une proximité d'un monde qui appartient proprement parlé au quartier Saint-François. Ça sent la marée, ça sent le gasoil en même temps. Ça sent la marée, ça sent le gasoil. Et oui, c'est ça. Alors ces images, on l'a bien compris, elles sont terriblement ancrées dans un territoire, et dans le même temps, on a l'impression qu'elles pourraient avoir été réalisées ailleurs, dans un port donc industriel, peut-être un autre pays d'Europe du Nord. On devine à peine l'architecture Perret, donc qui est l'architecture emblématique du Havre. Est-ce que c'était une volonté de votre part de brouiller les cartes ? Oui, bien sûr. Je préfère que le lecteur s'imagine aussi des choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas vraiment de véracité dans mes images, même si à un moment donné on est obligé de documenter, donc on fait une image à proprement parler pour qu'elle existe. Mais ensuite vous pouvez l'interpréter de manière très différente. Et c'est pour ça que toutes mes images ont pas mal sont allégoriques ou plutôt avec des symboles. Ça peut être des symboles de romans, des symboles mythologiques même. J'ai un bras avec une chaîne à un moment donné et les veines, on pourrait croire des bronchies de poisson. Plus cette chaîne, je l'appelais Spartacus parce qu'il y avait un côté qui fait le lien d'ailleurs derrière avec un chien qui est tenu en laisse. Donc en fait, il y a une continuité aussi. Il n'est pas réellement tenu en laisse. En fait, c'est que j'ai fait un diptyque où c'était une sorte de chien de berger allemand et les couteaux des dragues de pêche pour pêcher la coquille Saint-Jacques. Je l'ai associé au diptyque de ce berger allemand, parce que ça me faisait penser un peu à un piège à loup, et aussi à des dents. Et pour le coup, j'ai associé dans le livre après cette chaîne qui fait un peu aussi chaîne de chien, effectivement. Oui, il y a un rapport un peu dominant-dominé aussi, quelquefois. Il y a une forme de violence, peut-être d'âpreté, de conditions de vie, de travail, très certainement, mais en même temps, elle est larvée, elle n'est pas explicite, cette violence. Vous jouez aussi beaucoup sur cette tension, me semble-t-il. Ouais, je joue sur cette tension, surtout qu'il y a des objets les objets peuvent être très beaux, même les couteaux, la photo que j'ai prise, il y a un côté rouillé où l'image est plutôt assez belle et en même temps, c'est très dur comme objet.
Mais j'ai pas mal d'images comme ça dans la série, où je joue sur le côté beau, sur la dualité d'une image, ou sur la dualité du quartier, où j'ai vécu des moments très beaux et il y a des moments très durs. J'ai connu, il y a eu des morts, en mer, il y a toujours, c'est un peu, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais c'est un petit peu la vie, quoi, aussi. Et c'est un vrai symbole de vie, ce quartier, pour moi. Ils sont au plus près des choses très difficiles de la vie, et en même temps, à côté de ça, ils sont entourés de nature et de choses que la plupart des gens, je pense, dans la vie commune, ne connaissent pas. On connaît pas cette vie-là. Vraiment, même moi je ne la connais pas, je ne la vis pas. En tout cas, je l'ai un petit peu côtoyée, et c'est vrai que c'est une vie qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, ça me fascine pas mal, vraiment. Ce que vous dites en rapport avec les choses qu'on ne connaît pas, ça m'évoque aussi une forme d'inquiétante étrangeté, puisque dans vos images, dans le livre, il y a pas mal de choses qui se dérobent sous nos yeux, notamment des visages, sous des capuches, sous des casques, sous des casquettes, et votre lumière, vous êtes entre ombre et lumière, Oui. Et la lumière, il faut bien le dire, elle est souvent crépusculaire aussi. Sur les quais du Havre, il y a eu beaucoup de films noirs qui ont été tournés depuis les années 30, et notamment tout récemment une série qu'on a pu voir sur Arte qui s'intitulait De Grâce. Ces films, ils dégagent une tension, un suspense qui est lié à la vie portuaire, une ville parallèle à la marge de la cité avec d'autres codes. Est-ce que le cinéma noir, ou est-ce que le cinéma en général, il a aussi nourri vos images ? Bien sûr. Je regarde effectivement beaucoup de films noirs, comme des films avec des personnages assez marqués. Même si moi, dans le travail, je n'ai pas mis en lumière des personnages, je voulais que ce soit un ensemble mis en lumière. Alors c'est ça qui est aussi très intéressant dans le livre, c'est qu'il y a malgré tout une galerie de personnages, qu'il s'agisse d'hommes, d'animaux, Ouais. ou de silhouettes, qui Ouais. sont eux-mêmes des personnages, même si on les identifie pas. Ouais, je suis un peu obsédé, je pense, par les capuches et par tout ce qui est lié à l'anonymat. Je sais pas pourquoi. Il y a pas beaucoup de personnes qui sont mises en valeur. Les capuches, en plus, esthétiquement, dans une image, j'ai toujours trouvé que c'était assez intéressant. Je crois qu'aux États-Unis, à l'époque, c'était les hoodies, c'était les capuches des ouvriers. C'était même des vraies fringues estampillées comme les Timberland, pour ne pas citer la marque, c'était des trucs d'ouvriers. Et des vêtements de travail, en fait, qui sont passés Exactement. dans la mode, quoi. Dans la mode. Moi, je suis premier à mettre tout le temps les trucs de capuche. C'est arrivé dans le hip-hop, c'est arrivé dans bien sûr. beaucoup de choses. Moi, j'aime beaucoup, ça me parle beaucoup, c'est très street. Les acteurs de la pêche ont pas mal changé. L'idée du mec qui boit du calva et qui fume sa pipe. Oui, Popeye. Popeye, c'est plus du tout ça. Donc il y a pas mal de gens qui viennent de familles qui sont des marins-pêcheurs depuis des lustres. Et puis il y a pas mal de gens de quartier aussi. Donc la capuche est peut-être un peu plus présente. Et puis j'ai vu des vieux pêcheurs aussi avec des capuches, parce que ça fait partie de ces l'outrerie de l'ouvrier en fait. Et en plus de ça, vous pouvez vous imaginer beaucoup de choses avec la capuche derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et ça donne des formes intéressantes photographiquement. Et ça a été même utilisé pour dans les séries, dans les serial killers, dans les séries. Il y a un côté très imaginatif que j'aime beaucoup, qui est lié à la tension aussi de ces films noirs exactement. Ouais. Oui, moi j'aime beaucoup les films des frères Cohen par exemple, avec des personnages très forts et des situations complètement avec une violence moins contenue pour le coup. Qu'est-ce que j'ai regardé que j'ai re-regardé No Country for Old Men. Il y a quand même une violence, mais elle est sèche, quoi. Et je trouve pas qu'il s'attarde sur le sang ou sur des choses comme ça. Elle est pragmatique, quand même. Elle est pragmatique, ouais. Et c'est ce que j'ai voulu aussi. Quand j'ai une mouette écrasée au sol, elle symbolise pas mal de choses, et en même temps, c'est assez joli. C'est affreux ce que je vais dire, mais elle est écrasée sur le bitume. Il n'y avait pas de sang parce qu'elle a séché. Il y a un côté un peu empaillé aussi. Si on va même plus loin, elle s'est ancrée dans le territoire encore plus. C'est-à-dire qu'elle va appartenir au territoire en s'écrasant. Et disparaître naturellement. Et disparaître naturellement. Mais ça, c'est très compliqué à imaginer pour des gens, parce que dès qu'on parle de la mort et de la vie et tout ça, c'est beau ou c'est pas beau, mais en fait, ça fait partie du processus. Et je trouve que le processus de la vie et de la mort, des gens que j'ai côtoyés, de tous les amis que j'ai côtoyés dans ce quartier, est quelque chose de toujours triste quand quelqu'un meurt, mais il y a un cycle beaucoup plus naturel. C'est ce que j'ai ressenti. Après, je sais pas si c'est la vérité. C'est pas la première chose auquel vous pensez à la liberté, justement, et à l'indépendance.
Mais la deuxième chose, c'est qu'il peut vous arriver peut-être beaucoup plus de choses qu'effectivement si vous travaillez en bureau 8 heures par jour. Alors, la mort, elle est liée aussi à l'absence, et je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'absence dans votre livre. L'absence d'un lieu immédiatement identifiable, par exemple, puisque je disais que ça se passe au Havre. Pour ceux qui connaissent la ville, on la reconnaît immédiatement, mais c'est pas forcément le cas pour les gens qui découvriront les images. C'est aussi l'absence des visages qui se dérobent fréquemment. Il y a une autre absente, c'est la femme. Pourquoi n'apparaissent-elles pas dans vos images, alors que finalement elles sont bien présentes dans ce territoire? Quand on se balade du côté du marché aux poissons, on voit énormément de femmes. C'est vrai. Je suis pas très dans l'air du temps avec les trucs que sur les hommes, mais c'était pas du tout l'intention. C'est juste que les gars que j'ai beaucoup côtoyés, enfin les gars, vous voyez, je dis les gars, les personnes que j'ai beaucoup côtoyées étaient beaucoup de gars, parce que sur les bateaux, même si je n'ai pas embarqué, tout ce qui était manutention, je parle de manutention dure, des choses. Et puis, c'est pas moi qui fais les critères de la pêche, mais les femmes sont peut-être plus à s'occuper de l'administratif, de la vente aussi, de la vente, de l'organisation de l'activité. Et les hommes vont beaucoup plus au turbin, comme on dit, un peu à l'ancienne. Ils occupent le terrain complètement. Et c'est peut-être eux aussi que vous avez côtoyé le plus. Bien sûr. Même si c'est un binôme qui marche et que quelquefois je n'ai pas vu de femmes sur un bateau, par exemple. Il y a des ports, je sais, où il y en a, et d'ailleurs il y a des photographes qui ont traité de ce sujet-là. C'est très intéressant. Et puis en plus, comme je mets pas réellement en valeur les hommes, ils m'ont servi de prétexte aussi pour parler du quartier et pour parler de ce dont je veux parler à travers La Furie et la Foi. Je n'ai pas dédié un sujet. Ce sont des guides, en fait, qui nous emmènent exactement des guides. Images. Oui. Il y a quelques personnes où on voit leur visage et qui sont mis en valeur. C'est parce que la prise de vue s'est faite naturellement à ce moment-là. Mais sinon, non, sur les femmes, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'explorer ce sujet-là. Mais pas sur les pêcheuses. Pas sur les femmes, plus sur ce côté... Sur les femmes en backstage. Sur les femmes en backstage. Qui sont derrière ces hommes qui partent sur les bateaux. Exactement. Mais je pense pas que je traiterai pas ça, bien sûr, de la même manière. Je pense pas. L'étrangeté que j'évoquais tout à l'heure, et vous parliez des outils de pêche, notamment des couteaux. Ça peut être des nasses, ça peut être des filets, ça peut être des outils en fait pour les pêcheurs, mais on ne sait pas nécessairement les identifier, on ne sait pas les nommer, on ne sait pas à quoi ils servent. Ils peuvent évoquer dans une certaine mesure des objets artistiques, presque d'art contemporain. Est-ce que l'abstraction, elle fait partie de vos influences? Et d'ailleurs, quels sont les artistes au sens large qui inspirent votre travail? L'abstraction, pas forcément en plus. Je pense qu'indirectement, oui, quand je regarde des expos, je bouquine beaucoup, ça influence mon imaginaire. Si j'ai photographié ces objets-là, c'est parce que je pense que déjà, on ne sait pas trop ce que c'est à la base. Les couteaux de drague, les gens ne voient pas réellement ce que c'est. Et comme le crochet qui permet de tirer les casses à poissons, qui était exposé dans le bar sur un fond de bois, je me suis dit, il y a un côté très artistique. Et en même temps, ça éveille, ça fait fonctionner l'imaginaire énormément. Vous vous demandez vraiment ce que c'est. Le côté crochet, ça aurait pu même être, je vous dis, une arme. Il y a un côté capitaine crochet. Il y a le crochet, il y a le couteau, il y a comme la plume de calamar, qui est... Oui, une très jolie plume. Ça, on peut pas le savoir si on n'en a jamais vu auparavant. En fait, ça pourrait être une plume d'oiseau. C'est pour ça que quand je l'ai appris à beaucoup de gens, ça a fait sens en eux quand ils ont compris la démarche, parce qu'effectivement, au début, vous demandez ce que c'est. En fait, c'est toujours cette dualité entre quelque chose qui peut être beau, mais qui derrière ça peut être très dur aussi, comme la plume de calamar. Le crochet les couteaux de drague pour pêcher la coquille Saint-Jacques, c'est assez beau en soi. Il y a un côté rouillé, presque travaillé quelquefois, parce que eux en plus le travaillent, et en même temps c'est affreux. Je veux dire, ça défonce beaucoup de choses. Comme le crochet fait pas grand-chose, il tire juste des caisses, mais l'objet est assez impressionnant. Et je trouve que ça faisait vraiment partie de l'imaginaire du quartier. Donc c'est pas un hommage par rapport à un artiste contemporain que vous pourriez aimer? Non. Là, il y a un mélange de silhouettes, de paysages en quelque sorte,
et d'objets. Et je pense que ces 3-4 choses-là ensemble font bien fonctionner le travail et donnent un aperçu de ce que j'ai voulu transmettre sur ce quartier. Et crée véritablement aussi votre univers, qui fait qu'on est Complètement. à Saint-François, en même temps on n'y est pas, on est ailleurs, on est un peu chez vous en fait. On est un peu chez moi. Sans parler véritablement même d'influence, mais quels sont les artistes, aussi bien photographes que plasticiens, qui peuvent nourrir votre travail? Par exemple, je suis allé voir, il n'y a pas si longtemps que ça, à Paris avec ma chérie, je suis allé voir Georges Mathieu. Je sais pas si vous Oui, Mathieu, le peintre. Ouais. Le peintre, ma chérie est graphiste, donc elle m'a fait découvrir Mathieu il y a 10-15 ans. Ça m'a fasciné la manière dont il peint. Ça peut être autant ça que pour les photographes. Moi, j'ai commencé à aimer Henri Cartier-Bresson, bien évidemment, de manière très classique, comme Doisneau. Mais Doisneau, on connaît que ses images iconiques. Alors, il a un livre sur le pavillon Baltard, par exemple, de l'époque, sur les ouvriers. Où au Hall, avant, c'était quand même de la vente dans la rue. Ce que là, on peut vraiment ressentir. Par exemple, je fais un parallèle avec le travail sur La Furie et la Foi. C'est que tous ces bouquins-là m'ont beaucoup nourri l'imaginaire. Il faut laisser aller un petit peu son cerveau aussi. Alors on va laisser aller aussi un peu notre cerveau, puisque je voudrais revenir sur le titre que vous avez choisi pour cet ouvrage, donc La Furie et la Foi. Alors on peut imaginer que la furie, c'est la tempête ou la houle qu'on devine au fil des pages, et la foi, ce serait celle des hommes qui croient en leur travail et s'attellent à le faire, quelles que soient les conditions auxquelles ils sont confrontés. Mais il y a aussi d'autres pistes dans l'ouvrage. Je voudrais savoir quelle intention vous glissez, vous, peut-être, derrière ce titre. Déjà, c'est difficile de trouver un titre pour un ouvrage. Là, pour le coup, il est assez efficace. Il est très efficace. En tout cas, il est impactant. On le retient. Et c'est venu assez naturellement. Je sais pas comment. Le mot foi, vous le verrez dans mon image, mais il y a pas mal de choses de côté un peu sacré aussi, qui est lié aussi au milieu de la pêche. Et je dirais même au-delà du sacré, des symboles christiques. Presque. Oui, puisqu'on voit en fait des croix autour de. Ouais. Non, c'est la croix, c'est dans une voiture accrochée au rétroviseur. Ouais, accrochée au rétroviseur. Il y a aussi un assemblage de tôles qui peut évoquer une crucifixion. Tout à fait. Et puis il y a le symbole aussi de la coquille Saint-Jacques, un symbole christique par excellence, qui renvoie au chemin de Compostelle où l'on s'interroge sur le sens de la vie. Ouais, carrément. Moi, je suis pas forcément croyant, mais il y a un côté spirituel en tout cas. Et il y a une foi qui se dégage quand on part en mer et quand on est confronté à la vie et à la mort, tout simplement. Qu'on soit religieux ou pas, on est tous confrontés à ça. Et là, je l'ai vraiment ressenti. C'est pour ça que ça reste des symboles. Je n'ai pas fait sinon j'aurais fait un sujet sur les nouveaux croyants en mer. Mais là, n'était pas l'idée. Ça fait partie du décor en tout cas. Oui, les symboles sont assez forts au niveau des. À l'époque, les bateaux, on leur donnait des noms d'anges, choses comme ça. Oui. Ce qui a vachement changé maintenant, parce que c'est plus trop ça. Et d'ailleurs, en fait, il y avait une forme de bénédiction. Mais la bénédiction a lieu toujours, tous les ans, d'ailleurs. Elle a lieu, la bénédiction, même si les jeunes générations sont peut-être moins portées là-dessus, et il y en a encore beaucoup. D'ailleurs, la photo de la croix dans la voiture, ça appartient à un jeune pêcheur qui s'appelle Antoine. Il y a encore pas mal de gens qui sont croyants, et la bénédiction a toujours lieu, et toutes les nouvelles générations la font. Il y a un côté aussi très symbolique pour les générations de leurs parents, et pour perpétuer aussi une certaine forme de tradition. Bien évidemment. Et je pense que s'adresser à quelque chose qu'on ne palpe pas, fait du bien aussi, et perpétuer cette tradition fait du bien à tout le monde. On a tous un côté spirituel en nous. C'est ça que j'ai voulu mettre aussi en valeur, et qui fait partie du quartier, mais différemment. Alors pour en revenir cette fois à l'objet véritablement livre, comment s'est fait le passage de l'image à la maquette? Comment s'est passée cette collaboration avec Emeria? J'ai travaillé de 2020 à 2023 donc chez Lily. Pendant 3 ans, j'ai continué à photographier même un petit peu après chez Lily. Et je vous avoue que c'est là où je me suis dit qu'avec le corpus d'images que j'avais, c'est une des premières fois que je me suis dit qu'il fallait absolument faire un livre. Et que je tenais un truc plutôt intéressant. Et assez atypique. Que
pas grand monde ne connaît. Donc j'ai contacté Emeria qui fait du crowdfunding de livres, donc de l'appel participatif. Et je l'ai envoyé et on m'a rapidement répondu. Comme une bouteille à la mer. C'est exactement ça, comme une bouteille à la mer. Et j'aimais bien la politique d'Emeria. Il y avait des auteurs photographes que j'aimais bien chez eux, qui avaient sorti déjà des livres, donc ça c'était important pour moi. La ligne éditoriale est assez large. Je trouve pas ça trop élitiste non plus. Ce que j'aime bien dans la vie, j'aime bien les choses populaires et en même temps que ce soit quand même avec de la qualité. Votre maquette existait déjà ou c'était juste un editing serré que vous C'était un editing serré. Mais très rapidement, je savais les images qui allaient pouvoir marcher en diptyque ou celles qui devaient être seules. Mais au début, c'était vraiment juste un corpus d'images. Le process entre les allers et retours, finalement, ça a duré à peu près 2 ans et demi. Oui, ça a duré longtemps, mais parce que à la base, comme Brigitte Trichet, qui est donc une des fondatrices de Emeria, avait déjà sorti un livre sur les 500 ans du Havre à l'époque, aux éditions du Cherche-Midi, je pense que ça a joué aussi, outre la qualité photographique dont on m'a parlé, c'est pas moi qui le dis, hein, enfin, en tout cas, ça a plu, et ils ont voulu s'engager avec moi. Elle connaissait déjà le Havre, et je pense qu'elle avait une certaine connaissance du Havre et une affection aussi pour le Havre. Puis elle m'a dit qu'il y avait peut-être des acteurs aussi locaux qui seraient intéressés par mon travail pour pouvoir soulever un petit peu d'argent pour pouvoir faire ce livre. Au final, on a fait ça pendant au moins 6-8 mois pendant l'année. On s'est confronté à... Ça n'a pas été évident au niveau acteur privé. Du coup, on a décidé de lancer ce crowdfunding au bout d'1 an et demi, tardivement, qui a fonctionné. Et j'en remercie encore tout le monde parce que c'est un niveau de stress total. Et du coup, le livre peut se faire là, et c'est extraordinaire. Il sort en 500 exemplaires, il va être dans des librairies. Et ce qui m'a aussi plu dans ce livre, c'est le Havre a un côté très historique avec la Seconde Guerre mondiale, avec l'histoire du France, avec l'histoire de New York n'est pas si loin que ça. Il y a vraiment, il y a une singularité dans cette ville qui est assez folle, et je voulais vraiment la mettre en valeur. Et surtout, il n'y a pas eu de livre photo du Havre qui a été, à part des livres très touristiques, il n'y a pas eu de livre un peu d'auteur. Est-ce que ça vous engage aujourd'hui sur un nouveau chemin, une nouvelle série? Sur quoi avez-vous envie de travailler? Puisque j'ai cru comprendre que la page est tournée, là, cette fois. La page est tournée, et c'est très bien qu'elle se tourne. D'ailleurs, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Mais soit je continue sur ce terrain-là, le milieu maritime, parce que Saint-François, c'est bon, effectivement. Soit je continue avec eux en faisant sur les femmes, comme on a dit. Soit plus globalement, je fais quelque chose sur les quartiers du Havre. Pour habiter dans les quartiers beaucoup plus populaires, moi, après le rond-point, qui est le rond-point, on pourrait comparer ça un peu à Barbès à Paris. Moi, le quartier où j'habite, rien n'a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a encore une très vieille architecture avec de l'art déco, il y a le théâtre Normandie qui vient d'être construit. Chaque quartier a vraiment sa spécificité, quoi. Et Saint-François est très particulier parce que, pour moi, c'est le plus fou de tous. Entouré de mer, pété à 90% pendant la Seconde Guerre mondiale, avec quelques architectures qui sont restées debout. Et en même temps avec les plus anciennes architectures de la cité, la maison de l'Armateur. La maison de l'Armateur, exactement. L'hôtel du Bocage de Bléville. Enfin, l'hôtel du Bocage de Bléville, l'église de Place Arson. Ça donne une ville vraiment très singulière. À la différence du front de mer où tout était assez uniformisé avec Perret. C'est comme ça, c'est l'histoire. Hein. Mais c'est peut-être moins intéressant pour ce genre de sujet de faire ça avec des lignes et des choses. Là, c'est un peu le bordel, quoi. Alors, Jérémy, on va se quitter, mais avant qu'on se quitte, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être 2 ou 3 mots au sujet de l'exposition, donc qui est finalement une transposition du livre que vous avez entre les mains. Quelle est peut-être aussi justement la différence qui peut exister entre le choix éditorial qui a été fait pour le bouquin et puis l'editing qui est présenté au théâtre de l'Hôtel de Ville? Comme dans le livre, c'est d'ailleurs pour ça que tout est un peu noir. C'est parce que comme dans cette île, Saint-François, je voulais que les gens y rentrent.
Ils sont un petit peu enfermés, ils n'y ressortent pas forcément pour vraiment rester. C'est le pays imaginaire de Peter Pan, quoi. Et l'expo, ça va être un peu ça. C'est-à-dire qu'on est sur des murs noirs avec des cadres noirs et mes images sont sombres. Donc il va falloir aussi s'avancer près des images avec un peu d'intimité. Je veux que les gens rentrent dans cette île et n'en ressortent pas forcément. Ou n'en ressortent peut-être pas indemnes. Mais c'est ça le but de la photographie, je pense. Vous aimez pas, mais au moins il y a un parti pris. Ça, je l'ai appris en vieillissant. Il faut que ça vienne du bide et il faut que ça vienne réellement de vous. C'est presque très égoïste quelquefois, mais il faut vraiment écrire en photo ce que vous avez ressenti et au final vous vous rendez compte que ça intéresse de manière universelle des gens. Vous avez besoin de décharger quelquefois ou de parler de choses et au final elle se rend compte qu'en fait ça a un impact incroyable, universel. C'est fou, quoi. Et en tout cas, je suis très très content et très fier d'avoir fait ce livre sur Le Havre et de le voir dans des librairies, de voir Le Havre, de voir l'objet et de voir cette ville qui est assez décriée pour y être allé petit et passer mon bac là-bas, vu que je suis un mélange de Parisien et de Havrais. Une ville très décriée quand même pour pas mal de choses, sa mocheté, et en fait c'est une ville tellement vraie et singulière qu'elle est vraiment très intéressante à photographier. Bien, Jérémy. Alors écoutez, j'espère que vous allez susciter la curiosité de ceux qui nous écoutent. Et pour ceux qui en ont l'occasion, donc, on peut voir vos photographies au Théâtre de l'Hôtel de Ville au Havre jusqu'à fin mars et les retrouver de façon pérenne dans La Furie et la Foi, qui vient tout juste de paraître chez Emeria. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc oui, vous pouvez retrouver le livre sur le site de Emeria et bientôt en librairie, dans l'année 2026, je pense. Ok, on sera au rendez-vous, Jérémy. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Dans le prochain épisode, on poursuivra notre balade sur la côte normande jusqu'à Fécamp, où j'irai à la rencontre du photographe Jean Gomy, qui présente jusqu'au 8 mars aux Pêcheries une exposition qui sent bon le grand large, intitulée Océanique. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à déposer des commentaires et des étoiles sur vos plateformes préférées.